Il est 13 h, vous êtes les bienvenus sur la chaîne qui rassemble. En Côte d'Ivoire, des établissements tels que l'École nationale d'administration et l'Institut national de formation judiciaire ont initié l'intégration de modules de formation relatifs à la lutte contre la corruption. Cela pendant que les curricula sont en préparation afin de généraliser la formation dans tout le système scolaire ivoirien. Hier, jeudi 28 avril 2022, l'on a célébré la 20e édition de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Agir ensemble pour instaurer une culture positive de la sécurité et de la santé, c'est le thème de la journée. Cette année, dans quelques 5 minutes, vous entendrez la déclaration du gouvernement. La semaine dernière, l'armée française a révélé la mise en scène d'un charnier à Gossi au Mali et accuse les Russes de Wagner d'être à l'origine de l'opération. Le gouvernement malien accuse l'armée française d'espionnage, de subversion ou encore d'avoir violé l'espace aérien malien, des arguments à nouveau réfutés par la France. La lutte contre la corruption, bientôt un programme d'enseignement dans notre système académique. C'est déjà une réalité à l'ENA et à l'INFEJ qui ont déjà initié un début d'intégration de modules de formation relatifs à la problématique. L'objectif à terme est de généraliser cette formation sur la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. C'est en cela que les experts des structures et ministères techniques se sont réunis à Assini dans le sud Comoé pour réfléchir. Dongui était sur place, voici son compte-rendu. Extrait de manuels, de curricula et de modules de formation en élaboration. Des ouvrages destinés à inculquer aux apprenants des comportements d'intégrité, de transparence et de responsabilité. Nous avons pour mission d'inculquer au niveau des élèves, des apprenants, l'esprit républicain, de manière à ce que dans leur comportement, aussi bien professionnel comme dans leur comportement quotidien, qu'ils aient devant eux la chose publique comme un sacré bien à respecter et à faire respecter. Au niveau de la maternelle, quand ils vont à l'école, ils ont des jouets qui sont communs. Ils ont des jouets qui leur sont personnels, qu'on leur donne à la maison. Mais il faut qu'ils arrivent à faire la distinction entre ce qui leur appartient et ce qui appartient à tout le monde. Si nous avons réussi ce premier défi, demain en grandissant, ils ne confondront pas leurs biens, que ce soit de l'argent ou même de simples ressources, avec ce qui ne leur appartient pas. Le projet d'introduction de curricula et de modules de formation sur la lutte contre la corruption est porté par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Celle-ci a mobilisé les experts en pédagogie des structures et des ministères techniques concernés pour transformer ce projet en réalité afin de faire avancer la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, nous avons achevé, nous avons tous les livrables qui sont au nombre de 8. Nous devrons finaliser ces documents. Et ça, c'est pour ce qui concerne l'enseignement général et professionnel. D'un autre côté, nous avons également achevé pour les licences 2 et les CMS, donc les cours moyens supérieurs, pour ce qui concerne l'université et les écoles de formation d'agents publics. De nombreuses administrations publiques, notamment l'École nationale d'administration et l'École de la magistrature, ont déjà initié un début d'intégration de modules sur la lutte contre la corruption dans leur programme de formation. La lutte contre les violences domestiques est aussi une réalité en Côte d'Ivoire. Les violences domestiques, mais aussi les violences tout court, sous toutes ses formes, et le viol. La loi protège les victimes, même si la disposition n'est pas suffisamment vulgarisée. Le ministère de la Justice est en tout cas à l'œuvre pour corriger cela. Depuis la promulgation de la loi, le département a enchaîné les formations. Après la société civile et la presse, les officiers de police judiciaire et les médecins viennent de voir leurs capacités renforcées. Le compte-rendu de Franck Quadio. Violence conjugale, violence sexuelle aux violences autres que domestiques. Une longue liste de victimes murées dans le silence et cela souvent lié à un dispositif juridique pas toujours avantageux pour les victimes avant 2019. Les protections qui étaient prévues par la loi, par le passé, intervenaient une fois que la personne est condamnée. On pouvait prononcer des mesures de sûreté qui visaient
à l'éloigner de la victime. Et il reste attendu que ces mesures intervenant longtemps après la commission des faits, la victime ne bénéficiait pas d'une protection appropriée. Autre difficulté, la production du certificat médical comme preuve exclusive avant toute action judiciaire, des insuffisances corrigées par la loi du 21 décembre 2021 en renforcement du CEL de 2018 et 2020. Cette formation initiée par le ministère de la Justice a donc pour ambition de mettre à niveau équivalent d'information tous les acteurs de la chaîne que sont les officiers de police judiciaire, la gendarmerie et le corps médical. En tant que médecin, certaines dispositions médicales dans l'ordre déontologique n'avaient pas été prises en compte. J'espère qu'au sortir de cet atelier, on sera suffisamment outillé, on aura vraiment beaucoup d'éléments d'appréciation. Le représentant du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, président les travaux, situe l'intérêt de cette démarche. L'intérêt de cette loi, c'est qu'elle prévoit un certain nombre de mesures, notamment en prescrivant de manière claire que les officiers de police judiciaire, pour recevoir les plaintes, ne doivent pas exiger des personnes victimes la production du certificat médical. En cours de procédure, la loi leur donne à eux-mêmes la possibilité de requérir un médecin à cet effet. Et la contrainte de la production du certificat médical parfois faisait peur, de sorte que les gens, les personnes, même qu'elles sont victimes, n'osent pas aller vers la police ou la gendarmerie. 34 officiers de police et de gendarmerie et 6 membres du Conseil national de l'Ordre des médecins sont concernés par cette session de renforcement de capacité dont ont bénéficié quelques semaines auparavant la société civile, puis la presse. Un reportage de Franck Quadio et Ngata Kwame. Je vous le disais au sommaire, hier jeudi 28 avril, la communauté internationale a célébré la 20e édition de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Le thème cette année, c'est « Agir ensemble pour instaurer une culture positive de la sécurité et de la santé ». On va écouter la déclaration du gouvernement lue par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Cette journée permet de rappeler aux employeurs leurs obligations et leurs responsabilités envers leurs salariés en matière de sécurité au travail. Selon le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, des tests novateurs ont été adoptés. L'ordonnance modifiant le Code du travail avec l'instauration du télétravail comme mode d'organisation ou de réalisation du travail. Le nouveau décret sur les comités de sécurité et de santé au travail qui précise les responsabilités des différents acteurs. Le décret relatif au droit de retrait en cas de danger grave et imminent qui vient renforcer la protection des travailleurs sur les lieux de travail. Toujours selon Adama Kamara, plusieurs organes du dialogue social ont été créés pour encourager et promouvoir une culture préventive de sécurité et de santé. Cette journée vise à honorer les travailleurs et travailleuses blessés ou décédés dans le cadre de l'exercice de leurs activités professionnelles et à célébrer les possibilités de prévention et de réduction de ces cas de blessures et de décès liés au travail. Célébrée chaque 28 avril, c'est en 2003 qu'a été instituée cette journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail par l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Du ministre lu au micro RTI1 de Patricia Omouetia, Aïcha Ouattara et Ambroise Asseman. On va à présent passer au chapitre Covid, l'ennemi à abattre depuis 2 ans maintenant. En attendant, c'est bien lui qui nous malmène. Il a tué jusqu'à 6,23 millions de personnes à travers la planète, pour un total de 512 millions de malades. Depuis sa survenue en Côte d'Ivoire, le coronavirus a touché 81 920 hommes et femmes et on a tué 799. Et chaque jour est jour de combat, jour de nouvelles contaminations. Rien qu'hier, les autorités sanitaires ont enregistré 7 nouveaux cas, ce qui fait à ce jour 22 cas actifs. Face à la propagation de la maladie, on ne le dira jamais assez, gestes barrières et vaccins anti-Covid demeurent le seul rempart.
Voilà 3 ans que le centre de santé urbain de Kounfao s'est mué en hôpital général. L'établissement doit donc subir une réhabilitation profonde, mais les travaux tardent à démarrer, bien que le financement est disponible depuis quelques temps déjà. Le projet fait rêver les populations bénéficiaires, mais elle appelle de tous leurs vœux à la transformation du centre avec un plateau technique digne du nom. Elle s'exprime au micro de Franck Guadio. C'est le bloc des hospitalisations de l'hôpital général de Kounfao. Les médecins sont à la tâche dans un environnement au décor sommaire. C'est que, depuis le 19 octobre 2019, date de l'érection du centre de santé urbain en hôpital général, le plateau technique n'a guère varié. L'agence de locaux, plateau technique à relever et j'en passe. Vous constatez ici que nous n'avons pas de clôture, mais nous profitons de la Lucan pour dire merci au gouvernement qui nous inscrit dans le programme de réhabilitation et de construction de nouveaux hôpitaux de Côte d'Ivoire. Donc Kounfao, l'hôpital général de Kounfao bénéficie de cet appui financier-là afin de mettre à niveau le plateau technique là. Un programme de réhabilitation dont l'exécution est attendue par population et agents de santé. Et il l'aurait affirmé à cette cérémonie de distinction des meilleurs agents organisée par la direction de l'hôpital. Parrain de la cérémonie, un proche collaborateur du ministre d'État, cadre de la région Kobena-Kwasi-Adjoumani, le docteur Kwaku Kwasi Jean-Marie. Vraiment attirer l'attention de tout le monde, motiver le personnel de la santé. On va construire des blocs opératoires, toutes les unités possibles. Si vous n'avez pas d'agents motivés, d'agents qui recherchent l'excellence, c'est comme si vous n'avez rien fait. Notons qu'ils étaient 3 meilleurs agents distingués lors de cette activité. Tous ont été exhortés par le préfet du département de Kounfao, Douan Ouoyi Nestor, à maintenir le cap. Les distingués ont reçu diplômes et numéraires, puis plusieurs lots d'encouragement. Je vais à présent vous emmener dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Cavali, qui occupe la zone frontalière avec le Libéria sur plus de 150 km, dont une grande partie est matérialisée par une frontière naturelle, le fleuve Cavali qui sépare les deux pays. Anne-Désirée Ouloto est la présidente de la région. L'une de ses priorités est le bien-être de sa jeunesse. Elle vient donc pour cela d'organiser des états généraux pour déterminer les besoins réels de ces jeunes. Andrea Kakou, Issa Chonanyeo. Aider les jeunes de toute obédience politique de la région du Cavali à entreprendre et à œuvrer pour la paix. Tels sont les objectifs qui sous-tendent l'organisation des états généraux de la jeunesse de cette région, dont les travaux ont démarré en présence des ministres Anne-Désirée Ouloto et Mamadou Touré. Les jeunes promettent de jouer pleinement leur partition dans le développement de la région. La jeunesse du Cavali est une jeunesse mature, est une jeunesse responsable, est une jeunesse qui sait ce qu'elle veut. Comme le dit l'adage, un bon diagnostic facilite une parfaite guérison. Ensemble, main dans la main, nous allons bâtir un Cavali rayonnant. La ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto, a félicité la jeunesse de la région du Cavali pour avoir tourné le dos à la violence. Elle et le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, ont promis d'aider les jeunes à entreprendre. Ce qui compte, c'est aujourd'hui et demain. Qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui sera fait pour cette jeunesse-là, pour assurer la relève de la Côte d'Ivoire. C'est cela aujourd'hui que nous devons regarder. Et je félicite les jeunes du Cavali qui ont compris, de toutes tendances politiques confondues, qui se sont mis ensemble pour dire nous voulons continuer sur notre lancée, maintenir le cap pour que notre région demeure en paix, pour que notre région soit un havre de paix, soit une zone de développement à l'image de toute la Côte d'Ivoire. Au lieu de venir donc les tirer vers le bas, essayer de les replonger donc dans les atrocités du passé, de ressasser chaque fois le passé. Ils attendent de nous des propositions allant dans le sens de leur épanouissement. En tout cas, nous, sur instruction du chef de l'État, nous allons démontrer donc à la jeunesse des Cavaliers que l'État est avec eux, le gouvernement est avec eux et que le chef de l'État a prévu donc des choses concrètes au-delà de ce qui a été fait. Anne-Désirée Ouloto a encouragé les jeunes de la région du Cavali à continuer d'œuvrer pour la paix et la cohésion à l'ouest.
Allons-y maintenant à Sassandra, cette belle ville de Côte d'Ivoire, au bord du golfe de Guinée, à l'embouchure du fleuve Sassandra, région du Boclé. Depuis 25 ans, Sassandra est jumelée à Annecy, une ville de France. Et la semaine dernière, une délégation française s'est rendue justement à Sassandra. L'objet de cette visite, faire le point de leur partenariat vieux d'un quart de siècle. Témoignage, Godefroy Okambawa. Le premier magistrat de la commune de Sassandra s'est rendu récemment à Annecy en France pour raviver ce partenariat. Ce qui justifie la visite de cette délégation de la ville d'Annecy. Après les civilités auprès des autorités administratives, la délégation a pu visiter les réalisations opérées dans le cadre de ce jumelage. Construction d'un pavillon pédiatrique, la réhabilitation des services de médecine, de chirurgie de l'hôpital général et la réhabilitation de plusieurs écoles. Et je voulais simplement vous dire que nous avons vécu 4 journées formidables. On a fait tout le tour de la commune, on a vu beaucoup de choses. On a visité un dispensaire rural, on est allé à l'hôpital, c'était l'un des objets de notre mission. Et on a beaucoup échangé avec le maire, la municipalité de Sassandra, sur les projets futurs pour raviver ce jumelage entre nos deux villes. Selon le maire de la commune de Sassandra, ce partenariat permettra d'accompagner la ville vers un développement harmonieux. Cette convention établie sans limitation de durée précise également que les municipalités des deux communes établiront chaque année le bilan des actions entreprises et le programme de l'année à venir. Les actions décidées feront l'objet autant de besoins de conventions particulières qui pourront, le cas échéant, associer des partenaires conjointement agréés comme des ONG, établissements publics ou privés ou associations, etc. Le partenariat entre la ville d'Annecy et celle de Sassandra est signé en 1997. Selon les deux parties, il faut renforcer ce jumelage pour le bonheur des populations. Au thème des échanges, la délégation française a pu découvrir les potentialités touristiques et gastronomiques de la localité. On a décidé en cette mi-journée de vous faire revivre à la nuit du destin, cette nuit bénie, meilleure à 1000 mois d'adoration. Je vous emmène tout d'abord à Dimbokro, au centre de la Côte d'Ivoire, où les musulmans ont également pris d'assaut les mosquées et autres places publiques dans la nuit de mercredi à jeudi. Le ministre Adama Coulibaly était parmi eux. Il dit avoir adressé des prières de paix et de cohésion à Dieu. Eugène Atoubé est de retour de Dimbokro. Dimbokro, nuit du destin. Quand sonne minuit, la grande mosquée du quartier Sokoradjan est pleine à craquer. Femmes, hommes et jeunes musulmans drapés dans leurs plus beaux habits attendent d'écouter les sermons de l'imam avec une attention soutenue et beaucoup de ferveur. Un repas d'abord, du café ensuite est servi aux fidèles durant toute la nuit par des jeunes volontaires sur le ton de la charité et du partage. Maintenus en éveil, les fidèles ont prié, récité le Coran tout en demandant pardon pour les péchés dont ils sont auteurs. Et dans cette nuit-là que Allah subhanahu wa ta'ala décide ce que l'on doit avoir dans l'année, ce qui doit vous arriver du bien ou du mal. Allah ouvre toutes les portes du ciel, toutes les portes du paradis et tend l'oreille vers sa créature. La nuit du destin, nuit bénie pour les musulmans, est avant tout moment de ferveur et de partage, autant que l'est tout le mois du Ramadan. Les dignitaires religieux et les imams sont en train de faire des prêches en lien avec les dispositions pertinentes du Coran. Les versets les plus importants du Coran sont donc rappelés à l'attention de la communauté musulmane pour essayer d'infléchir le comportement des uns et des autres allant dans le bon sens, pour faire de chacun un meilleur musulman. Quelques heures plus tôt, les fidèles musulmans vivaient ce moment de partage et de ferveur communicative à travers la rupture collective précédant cette nuit bénie, appelée aussi Laylatul Qadr. Rupture collective organisée par le ministre Adama Coulibaly de l'économie et des finances en sa résidence et à laquelle le préfet de la région d'Unzi, préfet du département de Dimbokro et les populations dans leur diversité ont pris part. La nuit du destin ou Laylatul Qadr est célébrée la 27e nuit du mois du Ramadan. Elle équivaut en termes de valeur à 1000 mois d'adoration.
Et de Dimbokro, on fait quelques 230 km de route et on rentre à Abidjan, direction Abobo, au nord de la métropole. Là-bas aussi, la communauté musulmane a commémoré Laylatul Qadr, la nuit du destin, dans la prière, les bénédictions et la lecture du Saint-Coran. Frédéric Oulaye et Grace Kando ont pu y assister pour RTI. Des centaines de fidèles musulmans rassemblés cette nuit au centre culturel d'Abobo. Tous implorent la clémence d'Allah en vue d'avoir une destinée heureuse. C'est le sens de cette nuit d'Al-Qadr. Le Coran indique les mérites engrangés. Cette nuit vaut 1000 mois d'adoration, une symbolique qui explique bien l'enthousiasme des fidèles. À tous ceux qui sont musulmans, qui ne sont pas musulmans, d'abord de cultiver la paix, l'amour, parce que nous sommes dans un mois de jeûne. Et le mois de jeûne, c'est un mois de pardon, de partage et d'amour. Célébré dans la nuit du 26 au 27e jour du Ramadan, Laylatul Qadr est aussi un moment de reconnaissance et de partage pour la communauté musulmane. En tant que fidèle musulman, le partage, c'est tout. Le partage, c'est un plaisir pour moi de faire à manger, déposer dans les mosquées. C'est un plaisir pour moi d'aider les démunis. C'est un plaisir pour moi de voir ceux qui n'ont pas les moyens à en recevoir. Prière, invocation, bénédiction à Abobo Akeikwa. Imams et autorités ne manquent pas d'implorer la miséricorde pour le progrès en Côte d'Ivoire. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre justement de ces prières. Nous demandons à nos imams de faire des prières pour notre pays et ses dirigeants, notamment le président de la République. Cette nuit, c'est une grande nuit pour les musulmans que nous sommes. Et donc tout ce que nous demandons au Seigneur, il nous l'accorde à ce mois béni. Nous implorons le Seigneur pour qu'il mette une paix sur notre pays qui est la Côte d'Ivoire. La nuit du destin, célébrée quelques jours avant la fête du Ramadan, est aussi un moment de repentance pour la communauté musulmane. La nuit du destin est donc célébrée durant les derniers jours du mois de Ramadan. Le Ramadan, cette période de charité, de grande générosité mise à profit par la Fondation Djigui. Fondation Djigui qui vient d'offrir des vivres à plus de 200 familles musulmanes de la commune d'Atekoubé. Les précisions de Jean-Marc Djadji. Centre social d'Atekoubé, lieu de rendez-vous pour les représentants des 242 familles concernés par les dons de la Fondation Djigui. Des kits alimentaires et des dons en numéraire d'une valeur de 3 millions de francs CFA pour soutenir ces ménages en ce mois de Ramadan. Les bénéficiaires affichent leur satisfaction. Chaque année, l'imam Cissé Djigiba fait des merveilles pour des veuves d'Atekoubé. Alors les dons qu'il nous donne, vraiment, elles couvrent des grands besoins. Parce qu'un cadeau, il a de la valeur lorsqu'il couvre un besoin. La foi et la solidarité, des principes que la Fondation Djigui met en exergue à travers cette initiative. Je voudrais avant tout propos remercier Dieu qui nous permet chaque année de nous retrouver et dire merci à l'imam Cissé Djigiba Abdallah, président de la Fondation Djigui, qui chaque année mobilise ses vivres, ses numéraires et ses non-vivres pour apporter assistance aux familles vulnérables dont il a la charge à Atekoubé depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Certes, les dons que nous offrons cette année ne peuvent pas annihiler complètement la souffrance des populations, mais ça pourra apporter une assistance et une compassion. Tous ceux qui nous ont apporté soutien, c'est le lieu au nom de l'imam de leur dire merci. Créée le 4 décembre 2001, la Fondation Djigui La Grande Espérance est une organisation non gouvernementale à caractère social. Elle vise essentiellement à contribuer à l'amélioration du bien-être des populations à Abidjan et à l'intérieur du pays. Autre lieu, autre cérémonie de don dans le même contexte de Ramadan, c'est le mouvement LRD Nouvelle Énergie qui a offert hier aux étudiants musulmans de l'université Nangui Abrogwa du riz, du sucre et de l'huile. Le reportage d'Abou Sanogo. Le mouvement des libéraux pour la renaissance et le développement, LRD Nouvelle Énergie, aux côtés des étudiants musulmans de l'université Nangui Abrogwa pour une rupture collective de jeunes.
Un acte s'inscrivant dans le cadre de la caravane Ramadan Solidarité initiée par le Conseil économique, social, environnemental et culturel, président du mouvement LRD Nouvelle Énergie, Ali Badara Konaté, et qui a été l'occasion de remise de dons précédée d'une conférence. Nous avons pris l'engagement d'apporter notre petit soutien à ces frères parce que nous avons été aussi dans les mêmes conditions il y a quelques années. Donc il est essentiel pour nous, en tant que croyants, en tant que musulmans, de partager un peu de ce que nous avons avec nos frères. Reconnaissant de ces actes de partage et de fraternité, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude aux donateurs et ont formulé des prières pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Lorsque quelqu'un pense à nous, ça nous fait vraiment très chaud au cœur. Tout ce qu'ils ont dépensé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala multiplie au centuple. Ça a été vraiment pour nous un moment de plaisir, riche en échanges. Et pendant ces échanges, nous avons retenu beaucoup de choses, dont des conseils pour l'avancée au niveau académique et aussi au niveau associatif. Ramadan Solidarité est une tribune de partage et de solidarité avec les fidèles musulmans en période de Ramadan. Il vise à soutenir les actions sociales du président de la République Alassane Ouattara auprès des populations vulnérables. Voilà pour le chapitre Ramadan de cette édition. On change de sujet. Depuis dimanche dernier, en France, Emmanuel Macron est réélu président au second tour face à Marine Le Pen. Un troisième tour se prépare. Ce sont les législatives et l'opposition rêve de s'imposer à ce niveau-là. Ce sera dans quelques 2 mois, mais toutes les parties s'organisent déjà avec un objectif clair, avoir la majorité parlementaire. À quoi peut-on véritablement s'attendre à l'issue de cette autre compétition électorale française ? Alors, après la présidentielle, cap sur les législatives, un document signé Michel Digré. Le Conseil constitutionnel a arrêté les résultats définitifs qui sont les suivants. Mercredi 27 avril, le président du Conseil constitutionnel de France proclame les résultats de la présidentielle. M. Emmanuel Macron a obtenu 18 768 639 voix, soit 58,55% des suffrages exprimés. Mme Marine Le Pen a obtenu 13 288 686 voix, soit 41,45% des suffrages exprimés. Laurent Fabius confirme ainsi les résultats provisoires du scrutin du dimanche dernier. Une victoire certes d'Emmanuel Macron, mais la joie est mitigée par un score inédit de l'extrême droite. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite, à ceux qui ont voté pour Mme Le Pen, dont je sais la déception ce soir. Non, ne sifflez personne. Dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. Marine Le Pen ne s'avoue pas vaincue. Elle perd le combat de la présidentielle, mais entend rester dans le jeu pour les batailles législatives. Pour éviter cet accaparement des pouvoirs par quelques-uns, plus que jamais, je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français avec l'énergie, la persévérance et l'affection que vous me connaissez. Conséquent, nous lançons ce soir la grande bataille électorale des législatives. Je mènerai cette bataille aux côtés de Jordan Bardella, avec tous ceux qui ont eu le courage de s'opposer à Emmanuel Macron au second tour, bref, avec tous ceux qui ont la nation chevillée au corps. Union sacrée de l'extrême droite pour les législatives, mythe ou réalité. Au soir de sa déclaration, Le Pen reçoit des piques de la part de Zemmour. Hélas, 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 c'est la 8e fois que la défaite frappe le nom de Le Pen. Je voyais cette défaite venir depuis des années et ce n'est vraiment pas de gaieté de cœur que je l'annonçais. Le camp Le Pen réagit.
Quand Éric Zemmour fait des déclarations qui ne sont pas très élégantes le soir du premier tour, ça rend toujours les choses un peu plus compliquées. Mais nous sommes des gens de bonne volonté. Mais voilà, il ne faut pas non plus aller trop loin. Du côté de la France insoumise et du Parti socialiste, les discussions sont engagées pour accorder les violons. L'objectif pour nous, c'était vraiment d'avoir un échange sur le programme et exclusivement sur le programme. Parce que pour nous, c'est un préalable pour pouvoir entamer des discussions sur les autres points de la préparation de ces élections. Nous avons eu une discussion constructive qui nous a permis d'avancer sur un certain nombre de points, permettant de voir et de considérer qu'il n'y avait pas entre nous de points de blocage insurmontables. Alors qu'il sera attaqué de toutes parts, l'enjeu pour le camp présidentiel est de s'assurer une majorité parlementaire. À chaque élection présidentielle, c'est toujours la même chose. Ceux qui n'ont pas été élus ou ceux qui n'ont pas été au deuxième tour expliquent qu'il y a un troisième tour, que les Français vont inverser leur choix au troisième tour en leur donnant une majorité. C'est assez classique. Maintenant, il y aura une campagne pour les élections législatives. Moi, je suis convaincu que les Français donneront au président de la République les moyens d'agir pour les protéger avec une majorité. Brice Teinturier, directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos, met en garde. Tous les scénarios sont possibles. Donc on va trop vite en besogne en disant il y a une opposition très forte à Emmanuel Macron qui va se traduire au moment des législatives. En réalité, rien n'est joué. Cela dépend beaucoup de ces alliances. L'AREM peut tout à fait avoir une majorité ou, s'il y a des alliances, notamment à gauche, se trouver confronté soit à une très forte opposition, soit éventuellement à un enjeu de cohabitation. Le premier tour des législatives en France se tiendra le 12 juin prochain. En 2017, le camp présidentiel était arrivé en tête du scrutin avec 361 députés sur 577 sièges. France, après la présidentielle, cap sur les législatives. C'était un document service politique. Il est signé Michel Digré. On va y aller pour ces images que vous veniez de voir. Il s'agit de l'armée française qui a révélé la semaine dernière la mise en scène d'un charnier à Gossi et qui accuse les Russes de Wagner d'être à l'origine de l'opération. Le gouvernement malien a violemment réagi en accusant l'armée française d'espionnage, de subversion ou encore d'avoir violé l'espace aérien malien. Ces arguments ont à nouveau été refutés par la France qui argue que son armée avait le droit de déployer un drone dans la zone. Le bras de fer reste donc intense. Ce vendredi, le gouvernement malien a étendu la zone interdite temporaire qu'il avait créée. Le 14 avril, tout survol est censé être interdit au-dessus de cette région, longue de plus de 1000 kilomètres. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre confiance et à vendredi prochain.